Bienvenue au podcast En vente libre, un podcast où l'information en santé est enfin à portée de main. On est les Gabrielles au carré, moi c'est Gabrielle Catafort. Et moi Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal et on fait aussi partie de l'Association des étudiants en pharmacie de l'Université de Montréal. Puis juste avant de vous laisser Gabrielle présenter l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que c'est le dernier épisode de la saison 1 déjà. Donc ça a été vraiment un plaisir de faire ça, puis j'espère que vous avez beaucoup appris, puis vous avez apprécié le podcast autant que nous, on a eu du plaisir à le faire. Puis aussi, j'aimerais aussi dire que c'est la saison 2 et officiellement, c'est sûr que ça va avoir lieu. Donc, merci de nous avoir encouragés. Je pense que ça nous a beaucoup motivés à vouloir poursuivre ce beau projet-là avec vous. Donc, voilà, fait que je vous laisse, Gabrielle, vous présenter l'épisode d'aujourd'hui. Oui, bien, pour appuyer ce que Gabrielle a dit, vraiment, merci de nous avoir appuyé dans tout ça. Je pense que ça nous a vraiment motivés puis ça nous a poussé à faire une saison 2. Fait qu'on est bien excités de tout ça. Effectivement. Donc, aujourd'hui, on reçoit Tess Ouidir, qui est pharmacienne. Elle est aussi instructrice de yoga et de pleine conscience. Elle est aussi coach de vie. Donc, avec elle, on a parlé vraiment de plein de sujets, dont le sujet principal était de peut-être ramener les gens à reconnecter avec soi-même. On a fait des liens, oui, avec ce qui est méditation, yoga, pleine conscience, mais aussi comprendre ce que ces choses-là peuvent vraiment nous apporter au niveau de notre système nerveux. Fait que tout ça est comme relié. C'est vraiment quelque chose que, ben personnellement, moi, j'avais jamais pensé que ça aurait pu être relié, puis il y avait un certain fondement peut-être scientifique ou une raison à ce que les gens pouvaient faire du yoga, puis ça les amenait à se sentir mieux et tout. Donc, on a vraiment parlé de plein de sujets autour de ça, puis ça nous a un peu éveillés là-dessus, je dirais. Fait que merci. Je vous souhaite une belle écoute, mais juste avant de commencer, j'aimerais remercier la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal de nous soutenir dans notre projet de podcast. Aussi, j'aimerais remercier Free Fall Records, qui est la compagnie qui nous a aidé à créer la musique que vous entendez à chaque début de podcast avec notre Annie Lauriane Mountain, qui est la chanteuse de la musique. Puis finalement, j'aimerais remercier Live City Media qui nous a aidé à créer le logo du podcast que vous voyez. Donc voilà, fait que j'espère vraiment que vous allez avoir une bonne écoute, puis je vous souhaite aussi de mieux, de vous éveiller aussi comme que nous, ça nous a permis de peut-être mieux comprendre certains concepts d'anxiété ou de choses comme ça. Donc, bonne écoute! Bonne écoute! La santé, c'est pas toujours clair, t'inquiète, c'est plus simple que ça en a l'air. Au podcast, en vente libre, les gars vont ton back. Donc, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer au podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et votre parcours? Oui, bien sûr. Merci à vous deux, Gabrielle et Gabrielle, de m'avoir ici aujourd'hui. Je suis très contente d'être là. Alors, mon nom est Tess. Je vais commencer à décrire ce que je fais, ce que je ne suis pas, parce qu'on a tendance à confondre ce qu'on est avec ce qu'on fait. Alors, je suis pharmacienne de formation, professeure certifiée de Hatha Yoga et de méditation de pleine conscience et coach de vie. Donc, c'est ce que je fais et c'est ce que j'adore faire. Et sinon, je suis une femme qui vit à Montréal. Ou tout simplement un être humain. Oui. Puis qu'est-ce qui vous a comme dirigé vers plus qu'est-ce qui est méditation, yoga? Qu'est-ce qui a fait en sorte dans votre parcours que vous avez choisi de prendre cette branche-là aussi? J'adore cette question. En fait, grâce à une période difficile dans ma vie, j'ai pu découvrir des outils formidables qui ont complètement transformé ma vie, ma façon de voir les choses et qui sont la méditation et le yoga. Et donc, pendant mes études en pharmacie à l'Université de Montréal, donc pendant mes équivalences en pharmacie, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai vécu une détresse psychologique, un gros stress. Et puis, ça m'a emmenée à consulter. Moi qui avait cette tendance à pas dire « Ah, je suis en bonne santé, je suis beaucoup d'énergie, je suis une personne très, très vivante, très extravertie. » Mais à ce moment-là, il a fallu que j'aille voir un médecin. Et puis, à ce moment-là, il s'est avéré que je faisais de l'anxiété. Donc, j'étais dans le déni, je faisais de l'anxiété. J'avais fait aussi une petite déprime, une dépression. Donc, on ne savait pas trop s'il y avait la bipolarité ou s'il y avait un borderline. Donc, le médecin me posait beaucoup de questions. Je ne comprenais pas pourquoi il me posait des questions sur mon passé, sur mes comportements, sur ma façon de gérer mes pensées. Je lui dis, mais non, là, moi, je suis fatiguée, je suis stressée, je fais beaucoup d'anxiété. Pourquoi vous me posez des questions sur mon passé? Et puis, j'ai compris qu'il voulait faire un diagnostic.
Et donc là, il me dit suspicion de bipolarité. Il n'était pas très certain parce que je faisais beaucoup de dépression, mais il m'arrivait aussi d'être beaucoup énergisée, d'être très extravertie. Et puis il me dit, OK, il va falloir prendre des médicaments pour pouvoir gérer cette anxiété, pour pouvoir retrouver la santé, apaiser cette anxiété. Et là, je lui ai répondu, donc ça a été un petit peu le choc, parce qu'on se dit, on est en bonne santé, nous, surtout les professionnels de la santé. Puis, à un moment, j'ai vécu comme un éveil, comme une sorte... Au fait, c'était le coup de massue qui m'a un petit peu sorti de ma torpeur. J'étais tellement en mode automatique, compétition, performance, toujours être la première, toujours être dans ma tête intellectualisée. Et c'est comme si, boum, je m'arrêtais. Et je me disais, OK, c'est quoi tout ça? C'est comme si je sortais la tête de l'eau. Puis j'ai dit au médecin, je me rappelle, je lui ai dit, je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée, de m'avoir permis de mieux me comprendre. Mais si j'ai pu me rendre malade avec mes comportements, ma façon de gérer mes pensées, ma façon de ne pas écouter mon corps, si j'ai pu faire tout ça, je sais que je peux renverser la situation. Et donc, c'était ma décision personnelle de ne pas prendre de médicaments. Et je fais une parenthèse. Ceci n'est pas pour inciter les gens à arrêter leur traitement ou ne pas prendre leurs médicaments. Je referme la parenthèse. Donc ça, c'est une décision personnelle. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Bon, lui, il a été un petit peu étonné. Il me dit, vous êtes la patiente la plus consciente de son état de santé que j'ai jamais vue pendant ma pratique. Il m'a dit, bon courage. Je vous souhaite beaucoup de courage et je sais que vous allez vous en sortir. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce qui a causé ça. Qu'est-ce qui a causé? Pourquoi je fais de l'anxiété? Pourquoi j'ai du mal à ralentir? Pourquoi je suis tout le temps dans la performance sans savoir équilibrer ma vie personnelle aussi? Et à ce moment-là, je m'intéressais à la méditation. J'avais quand même lu, pas pratiqué, lu beaucoup sur la méditation et je me suis dit, OK, s'il y a des preuves que ça fonctionne, si tout le monde en parle, ça vaut la peine d'essayer. Et donc, je commençais à lire et à pratiquer. J'ai pratiqué beaucoup la méditation de pleine conscience. Et j'avais aussi demandé d'avoir un suivi avec ou un psychologue ou une travailleuse sociale. Ça a fait un coup à mon ego parce que pour moi, c'était révélé que je n'étais pas forte. Et c'est une des croyances limitantes. On appelle ça dans le coaching des drivers. Moi, c'est toujours « sois forte ». Ne demande pas de l'aide. Demander de l'aide est une faiblesse. Et ça, on va en parler plus tard, si vous le permettez. On va parler du burn-out. Et c'est un des drivers, quand il est mal utilisé, qui peut nous mener à un épuisement professionnel. Donc, c'était un de mes drivers. Bon, à l'époque, je ne le savais même pas parce que je n'étais pas consciente. Donc, j'ai demandé à une travailleuse sociale de m'aider. Et c'est une travailleuse sociale qui s'intéressait à la mindfulness. Donc, grâce à elle, j'ai découvert les travaux de Jon Kabat-Zinn, qui est un médecin, je pense que c'est un médecin biologiste qui travaille à l'hôpital de Massachusetts, à Boston, je pense, qui a introduit la mindfulness, qui l'a laïcisé. Donc, il a enlevé toutes les croyances religieuses et il l'a introduit dans le milieu de travail. Il y a même des programmes d'aide aux personnes dans le milieu de travail pour apprivoiser leur anxiété. C'est des programmes sur 8 semaines. Donc, j'ai découvert ces travaux et je me suis mise à méditer aussi, pas juste à lire. Et donc, ça, c'était seulement la première étape de mon cheminement de guérison. C'était la mindfulness. C'était être consciente de mes pensées. Pas beaucoup mes croyances à ce moment-là, c'était plus mes pensées. Donc, je m'observais j'arrivais quand même à ralentir. Donc, c'est la première chose qui a fait en sorte que je commence à vivre. C'était pas non plus le tout, parce c'est des étapes. Je dis que pour vivre en conscience, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend vraiment de prendre soin de son esprit. Mais il manquait à ce moment-là prendre soin du corps, et on va y revenir plus tard au cours de notre discussion. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai découvert la méditation. Et à ce moment-là, je me disais, mais c'est fou, la méditation, c'est énorme. Ça me permet d'être présente, ça me fait du bien. Tout le monde devrait le savoir. Tout le monde doit le savoir. Donc, ça germait en moi une idée j'allais faire quelque chose de ça, mais à ce moment-là, je ne savais pas trop comment ça allait se dessiner. Puis la vie a fait en sorte que
on peut parler de mon parcours peut-être. Ben oui, mais allez-y, Alors, parce ouais, que je sais que vous avez un parcours comme atypique. on va le dire ainsi. Puis c'est vraiment intéressant. Puis je pense que ça va nous permettre de mieux comprendre aussi vos décisions puis vos choix aussi par la suite. Fait que ça serait super intéressant que vous en parliez un peu parce que je sais que c'est quelque chose de vraiment particulier. Puis ça va être super intéressant de le savoir, là. Ouais, là, je vais plus m'arrêter parce qu'on a lancé. Alors, donc ça, c'est la première étape, la méditation. Et là, je me suis dit, OK, il va falloir que je partage. À ce moment-là, j'étais pas vraiment à 100% ancrée. Quand je suis excitée, l'excitation de la nouveauté, mais j'étais pas encore ancrée. Il y avait beaucoup de choses à travailler encore, mais c'était un très bon début. Mais c'est ce que je recommande à tout le monde qui veut peut-être se connaître mieux, ralentir, prendre le temps. Je recommande la pleine conscience. Mais ce qui est très important et qu'on a tendance à négliger, même dans le milieu de la santé, notamment la psychologie, le travail avec les psychologues, c'est le corps. J'étais complètement déconnectée de mon corps. C'est-à-dire, je vivais dans ma tête. C'est les performances, les accomplissements, ce que les gens pensent de moi, les peurs. J'étais trop dans ma tête. Et un jour, pas plus tard qu'1 an après avoir découvert la méditation, là, je commençais à travailler en pharmacie. C'était bien, mais il y avait quand même le stress. Donc, je gérais quand même, mais il manquait quelque chose. Vous voyez que j'étais pas à 100% ancrée, mais je savais pas qu'est-ce qui manquait. Mais il manquait la connexion au corps, en fait. Ce corps qu'on a tendance à prendre pour acquis. Et donc, j'ai découvert les yogas. Et là, je découvre les yogas et je me dis, waouh, j'ai des tensions ici. J'ai une boule ici, j'ai des aigreurs, On commence à vraiment se connecter à son corps, mais pas juste mentalement. On le sent, on commence à sentir ces sensations corporelles. Et ça, c'était une belle découverte. J'ai découvert que j'avais beaucoup de tensions bloquées, des traumas, comme on dit. On ne va pas rentrer dans le vif des sujets. C'est très, très profond comme sujet. En même temps, je ne suis pas spécialiste des traumas non plus. Non. Mais il y a beaucoup de tensions et émotions bloquées dans le corps. Et si elles restent bloquées, au fait, je ne sais pas si vous le savez, vous êtes dans le domaine de la pharmacie certainement, le corps envoie plus de signaux au cerveau via le système nerveux que le cerveau au corps. 4 fois plus de signaux. Ah ouais. C'est que si moi, je veux être positive, dans ma tête, c'est bon, consciemment, je veux être positive. C'est bon, à partir de ce jour, à faire des affirmations positives. Et si mon corps, il ne me suit pas parce que lui, il vit dans le passé, il vit dans ses traumas, il vit dans ses émotions bloquées, qui est-ce qui va gagner? Mon subconscient ou mon conscient? C'est clair que c'est mon subconscient qui va gagner, c'est mon corps. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec mon corps, c'est là que j'ai compris pourquoi ma vie, elle se transformait, mais pas complètement. Il manquait quelque chose. Et donc là a commencé le travail. Et c'est dur de s'asseoir avec ses émotions. C'est pour ça que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Des distractions. Qu'est-ce qui est plus facile? S'asseoir avec les émotions, la colère, la frustration, la tristesse, et puis les laisser se libérer ou les fuir. C'est clair qu'on va préférer la solution facile. Donc, mais on voit quand même bien le lien, je trouve, dans ce que vous me dites, de le lien entre, tu sais, on dit souvent l'activité physique, c'est important, mais comme c'est important, oui, pour notre santé physique, mais pour notre santé mentale aussi. C'est vraiment la preuve comme parfaite de, tu sais, quand tu fais pas assez de sport, quand tu te bouges pas assez, ben, tu sais, mentalement, ça peut mal aller, puis tu sais, pour ça que c'est important de bouger. Fait que je trouve que la connexion est non seulement sur ton physique, mais sur ton mental. Puis je pense qu'on a tendance souvent à l'oublier. Absolument. De bouger, ça nous aide mentalement surtout. Je pense que ça serait comme le meilleur des exemples, tu sais. Absolument, le mouvement. Oui, c'est ça. En effet, émotion, c'est énergie en mouvement. On a besoin de mouvement, en effet, d'eau. L'eau, quand elle stagne, qu'est-ce qu'elle lui arrive? Elle pourrit. On a besoin de mouvement. Vraiment. Fait que c'est fou que de voir à quel point c'est ça, la santé physique, c'est tellement intimement lié. Puis des fois, on a tendance à l'oublier. On va faire du sport ou des choses comme ça juste pour comme on va penser vers long terme pour nos habitudes de vie. Tout ça. Mais l'impact au court terme du gérer du mental, c'est vraiment important aussi. Fait que c'est quelque chose que ça me fait vraiment penser à ça. Puis c'est vraiment intéressant de voir que que ça a aussi été quelque chose qui a un peu éveillé le parcours aussi. Absolument. Tout à fait. Oui. Un mental flexible ne peut pas... Un corps qui n'est pas flexible, qui n'est pas en santé, ne peut pas avoir un mental qui est en santé. Les deux sont très interconnectés. Très interconnectés. Mais allez-y, continuez avec votre histoire. Là, vous étiez rendu dans le fait que quand vous avez commencé justement le yoga, tout ça, puis le travail est arrivé, puis vous avez comme connecté à ce niveau-là. Vous pouvez continuer l'histoire, je vous ai été comme... Là, c'est bon, j'ai trouvé ma passion. Je me suis dit, waouh, c'est bon, c'est la passion.
c'est pas que la pharmacie, c'est pas ma passion. La pharmacie, c'est magnifique. J'ai appris beaucoup de choses, comme je suis très analytique, très cartésienne aussi. Donc, ça me permet de comprendre. OK, le yoga, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait exactement Moi, je suis comme ça, je veux comprendre. Qu'est-ce que ça fait exactement dans mon corps? Comment mon système nerveux communique? Le système sympathique, le système parasympathique. On s'excuse pour les termes un petit peu plus complexes. On les définira plus tard, si jamais. C'est ça. Ouais. Mais en tant que pharmacienne, c'était important pour moi de comprendre. OK, la méditation, c'est bien, mais qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? Le cortex préfrontal, l'amygdale, l'hippocampe, tout ça, je voulais comprendre. Ouais. Donc, c'est excellent d'avoir les deux, d'avoir la compréhension scientifique. La science est un outil, ça étudie et ça nous permet de comprendre. Puis, en même temps, tu as l'énergie qui te permet de pas trop te poser de questions, d'être dans ton corps, d'être dans le moment présent, de pas être trop analytique, d'être dans ton intuition. J'avais les deux. Je me suis dit, mais c'est génial, j'ai les deux. J'ai la science qui explique ce que j'aime faire. J'ai découvert ma passion à l'âge de 35 ans. Et je me suis dit, OK, ça fonctionne, ça change une vie, ça a changé ma vie. Il faut que tout le monde le sache. Maintenant, il faut que tout le monde le sache. Et là, c'est parti. J'ai commencé, j'ai fait ma formation de mindfulness pendant 1 an. Donc, j'ai pratiqué et j'ai fait la formation de mindfulness. Puis ensuite, je me suis dit, OK, je vais faire professeur de yoga. J'ai choisi le Hatha Yoga pour des raisons bien précises. Parce qu'au fait, le Hatha Yoga, c'est pas juste les postures. C'est vraiment, c'est un état d'être. C'est une façon de vivre. C'est gérer les pensées avec la méditation et la pensée positive. Mais avant d'aller à cette étape de gérer les pensées, c'est son mode de vie. L'alimentation, c'est végétarien, lacto-végétarien. Donc, ils ont ce qu'on appelle ahimsa, non-violence, c'est-à-dire on ne tue pas les animaux. Mais ça, on n'est pas obligé de faire ça si on veut se prendre. C'est vrai que l'alimentation vivante a été prouvée scientifiquement qu'elle est anti-inflammatoire. Elle respecte notre biote. Plus on mange des aliments vivants, plus notre biote nous remercie. Et notre santé mentale, elle est dans notre intestin. On le sait maintenant que la sérotonine, elle est produite 90% dans le cerveau. Donc, c'est pour ça que j'adore. C'est, OK, ils mangent vivant. Pourquoi? Parce que... Donc, j'essaie toujours de comprendre scientifiquement ce que c'est... Ces outils qu'on peut appeler spirituels ou ésotériques qui peuvent faire peur pour certaines personnes qui sont très dans leur tête. Et je comprends. On veut comprendre, on veut savoir, OK, ça fonctionne, mais pourquoi? Ça, c'est notre côté analytique et c'est normal. Parce qu'il y a des courants qui veulent, je cherche mes termes, qui veulent discréditer le côté scientifique. Et il y a des courants qui veulent discréditer le côté, on va dire, ésotérique, spirituel. Mais si la science peut expliquer ce que ce côté-là fait, moi, j'étais très enchantée. Je me suis dit, OK, yoga, ça fait ça dans le corps, je comprends. Et je le vis aussi, je le comprends pas juste mentalement. OK, ils sont végétariens. OK, je comprends pourquoi. Donc, ça me donnait des réponses. Donc, j'étais comme une fille dans un magasin de jouets. J'étais très contente de découvrir ça et de pouvoir l'expliquer. Donc, on parlait d'alimentation. Je vous dis, je vais aller parler de tout. C'est parfait. Ça me passionne tellement. Donc, alimentation. Puis, ils ont aussi le travail avec le corps, donc les asanas. Et dans les asanas, chaque posture qu'on fait dans le Hatha Yoga va venir travailler un système hormonal. Okay. On a le système digestif, on a l'appareil gynéco-urinaire, on a aussi le thymus, on a la glande thyroïde, bien sûr le cerveau avec la méditation. Donc, chaque posture, ils vont venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps. Bien sûr, il y a la libération émotionnelle, c'est-à-dire les tensions bloquées dans les muscles. Ça va venir faire étirer les muscles, étirer et faire libérer les tensions. Donc, ça me plaît beaucoup dans le Hatha Yoga. Et ce qui est très, très important, ce n'est pas de la performance. Pourquoi ? À chaque fois qu'on fait une posture dans le Hatha Yoga, elle est suivie par un exercice de relaxation. Donc, on va venir respirer avec le ventre pour activer notre système parasympathique. Okay. Donc, il y a toujours ça qui va venir. OK, on va faire un peu d'exercice, on va enclencher le système sympathique qui n'est pas mauvais non plus. Puis ensuite, on va venir se poser, se déposer avec des respirations conscientes et des exercices de relaxation. Il y a aussi d'autres exercices de respiration pour générer de l'énergie. Donc, c'est vraiment en décortiquant le Hatha Yoga, je me suis dit, OK, ça, c'est pour moi. Puis, il y avait un lineage. Donc, c'est vraiment des pratiques ancestrales. Il y avait aussi le chant.
Et j'ai découvert en pratiquant ce qu'on appelle les kirtans dans le yoga que ça venait activer le nerf vague, qui est notre meilleur anti-inflammatoire dans le corps. Comment? Quand on chante notamment Om, ça va venir faire bouger les muscles laryngés. Et donc, ça va venir activer la branche ventrale de notre nerf vague, qui est responsable d'une réponse de relaxation et de l'engagement social. Donc, je me suis dit, waouh, ça c'est pour moi, je vais faire ça. Et puis, je l'ai vécu. Pas juste, je l'ai compris intellectuellement, je l'ai vécu. C'était une formation dure parce que c'est beaucoup de posture aussi. Il faut aussi apprendre à enseigner. Il faut être pédagogue, être dans l'écoute. Savoir expliquer, savoir repérer s'il y a des blessures. C'est quand même très pédagogue comme formation. Et c'était magnifique. Suite à cette formation que j'ai faite à Valmorin, Shivananda, je vous dis salut si vous regardez, c'est l'ashram Shivananda. J'ai décidé d'aller vivre dans un ashram. C'est quoi exactement? Un ashram, c'est une communauté spirituelle où on va aller faire du karma yoga, qui est du volontariat en bon français. Karma yoga, c'est qu'on va aller vivre. On ne va pas être payé, mais on va être nourri, logé, mais on va servir. Ça peut être dans la cuisine, donner des cours de yoga. Moi, c'était autre chose que j'avais fait. J'étais dans un bureau, j'ai eu de la chance. Après, donc c'est ça, j'ai décidé de vivre dans un ashram pour pouvoir méditer et pratiquer le yoga tous les jours. Je me suis dit, OK, c'est le moment. Je vais aller libérer toutes ces tensions musculaires. Je vais aller ouvrir mon cœur. Je disais, je vais aller ouvrir mon cœur. Je vais aller ouvrir mon cœur. Je ne comprenais pas à ce moment-là ce que ça voulait dire. La vie a fait en sorte que je comprenne ce que ça voulait dire. C'est le non-jugement, c'est s'accepter tel qu'on est, c'est aimer son enfant intérieur. Si on veut expliquer ces pratiques spirituelles, pratico-pratiques dans la psychologie, c'est en fait travailler avec son enfant intérieur, s'aimer sans jugement, s'aimer inconditionnellement, être nos propres parents conscients qu'on n'a pas eu. Donc pendant 3 mois, je faisais de la méditation et du yoga tous les jours. Bon, pour moi, c'était excellent. C'était waouh. Et j'avoue que c'était dans un cadre agréable. C'était pas en Inde, malheureusement, c'était aux Bahamas. Quand même, c'est quand même plage. bien. C'est ça. Génial. Ça se rend bien. À l'issue de ces 3 mois à l'ashram, je me suis dit, OK, c'est bon, c'est ça que je vais faire. Moi, je veux aider les gens à relaxer. Je veux aider les gens à s'aimer. Je veux aider les gens à vivre de façon consciente. Je veux qu'ils se disent qu'ils ne sont pas leurs pensées. Ils ne sont pas leurs émotions et qui peuvent s'observer, qui peuvent vivre de façon harmonieuse, ils peuvent vivre en paix. Ils n'ont pas besoin de performer pour être aimés ou de porter des masques pour être acceptés. C'est des blessures qu'on a en nous, c'est clair, mais c'est possible de s'en sortir avec des outils, avec des bonnes habitudes de vie. Et c'est ça, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc à l'issue de ces 3 mois, je me suis dit, comment je peux faire ça? Comment je peux atteindre plus de monde? Et j'ai une intuition, je me suis dit, OK, coaching. C'était vraiment une intuition, je ne connaissais rien du coaching, mais pas du tout. Là, je tombe sur une école aux États-Unis. J'étais attirée par leur façon de parler, d'expliquer. Je les ai trouvés humains. Et je me suis dit, OK, je commence. Et là, c'est là que j'ai commencé ma formation de coaching qui continue jusqu'à maintenant. Je suis coach, mais là, je continue en master coach. OK. Ouais. Donc, j'ai commencé et waouh, quand tu commences le coaching, c'est que ça vient chercher tes croyances limitantes. Donc, on travaille avec l'esprit. Donc, quand moi, j'avais fait le travail avec le corps, qui est très important, avant de travailler l'esprit, c'est important de relaxer le système nerveux. Un corps agité ne va pas écouter une méditation. Un corps agité ne va pas aller se dire « Ah, j'ai ça ». Et on ne peut pas, parce que le corps va toujours, on avait dit, le subconscient va toujours l'emporter. Et donc, faire la différence, justement, je pense que c'est un bon moment parce qu'on parle de justement tout le corps agité, puis le sympathique, puis le parasympathique. C'est deux. Je sais pas si vous pouvez nous vulgariser ou vous pouvez au moins nous éclairer sur c'est quoi la différence entre les deux, puis c'est quoi que chaque système parasympathique et sympathique fait pour le vulgariser, pour qu'on puisse peut-être mieux comprendre par après vos propos. Alors, on a le système nerveux, on a le cerveau, puis on a la moelle épinière, puis on a les nerfs qui vont aller dans tous les organes. Ça va, je pense que tout le monde peut le comprendre. Les 2 systèmes nerveux, on a 2 systèmes. C'est comme le frein et l'accélérateur d'une voiture. Ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est l'un est activé, l'autre est désactivé. L'un, c'est quoi? Le système sympathique, c'est celui qui est responsable de répondre au stress.
Et le stress n'est pas forcément mauvais. On a besoin du stress pour survivre. Par exemple, si j'ai un chien qui me poursuit, je vais pas me dire « Ah, tout va bien, je suis dans le moment présent. Je vais me sauver. » Et tant mieux. Tant mieux. Avec raison. C'est ça. C'est la survie. C'est ça, on a besoin de ça. Donc, il faut pas non plus diaboliser le stress, c'est pas bon. On a besoin de ça. C'est pour ça que ça existe. Ouais. Mais comment l'utiliser, c'est ça le problème. Maintenant, on a le système parasympathique, lui, qui est responsable de la réponse de relaxation, de digestion et régénération, donc le système immunitaire. Et plus je suis dans mon système parasympathique, plus je suis relax. Et c'est ce qu'on veut. On veut toujours, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. On veut toujours revenir à ce système où on est relax, on est bien et on peut engager avec les autres. On est dans ce qu'on appelle l'engagement social. Et si je peux aller compliquer un petit peu les choses, il y a la théorie polyvagale. OK. Vite fait, parce que c'est très compliqué, je pense que c'est Dr. Stephen Porges. C'est ça, c'est un Américain qui a étudié les branches du système nerveux parasympathique. Donc, on avait dit sympathique, clair, fight or flight, combat ou fuite. Stress, je combats si j'ai beaucoup d'énergie, si je sais que je vais gagner. Sinon, je fuis si je pense que je ne peux pas être capable de gagner. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et on a beaucoup qui font ça dans le milieu du travail. Il y a des boss qui vont crier, il y a des collègues qui vont fuir. Ouais. Si on veut rendre ça facile à comprendre. Maintenant, le système parasympathique, il est composé de 2 branches. La branche dorsale et la branche ventrale. OK. Ce qui nous intéresse, c'est la branche ventrale. C'est celle qui nous met dans un état de béatitude, de relaxation, de régénération, qui nous permet d'être ouverts aux autres parce qu'on ne se sent pas menacé, on se sent en sécurité. OK. La branche dorsale, c'est une sorte de réponse au stress aussi, mais qui n'est pas dans la production de l'énergie. C'est quand on fait une syncope. C'est quand on appelle, il a fait un malaise vagal. Oui. C'est ça la réponse dorsale. OK. Et ça, c'est plus les victimes, par exemple, de viol ou d'agression sexuelle. OK. On a tellement peur et on sent qu'on ne peut pas ni combattre ni fuir. Ce qu'on va faire, on va s'immobiliser OK. et on va peut-être perdre connaissance. OK. Il y a beaucoup d'animaux qui font ça. Face, par exemple, à une menace, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Ce qu'ils vont faire, ils vont faire le mort. Les souris font ça. Elles vont faire la souris va faire la morte pour pas que le chat l'attrape. OK. Elle n'est pas forcément morte, elle s'est juste immobilisée. OK. Mais ce qui est bien avec les animaux, et qui ne peut pas se produire avec l'être humain, qui peut se produire de façon consciente, c'est que les animaux, une fois que la menace est partie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repartir, Ils reprennent leur vie. la gazelle va brouter, tout va bien, et ils vont shaker, ils vont faire des tremblements. Si on fait très attention, ces tremblements vont libérer les tensions. Ok. Et donc, ils vont réactiver leur système parasympathique et tout va bien. OK. Ils vont pas laisser les tensions dans le corps, déjà, et ils vont pas ruminer. Je sais pas comment ça se passe avec l'hippocampe et l'amygdale, mais ce que j'ai lu, c'est que les animaux, ils vont pas... Je pense qu'ils n'ont pas de mémoire à long terme, je pense. OK. C'est ça qui fait que eux, ils vont pas vivre dans le passé. OK. Parce qu'un être humain, ce qu'il va faire, il va vivre ça, il va s'immobiliser. S'il n'a pas les outils pour réactiver son système parasympathique ventral, ce qu'il va faire, il va rester dans le trauma. OK. Et ce qu'on appelle trauma. Fait que c'est ça qui va comme créer une anxiété. Pas que ça, éventuellement. Ouais, Oui. ok. Si par exemple j'ai un trauma qui n'a pas été libéré, bah, c'est clair que je vais avoir une mémoire dans mon corps et qui va tout le temps venir activer mon anxiété. Il y a aussi l'amygdale aussi, c'est-à-dire que je vais avoir une mémoire traumatique et je vais tout le temps vivre dans le passé. Parce que je pense que c'est l'amygdale, justement, qui est liée à C'est ça. l'anxiété. C'est ça. Donc, ça serait comme peut-être par ce système-là que l'amygdale, elle serait comme surstimulée. Ça se peut-tu que comme... En fait, l'hippocampe va pas... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais ce que je comprends, c'est que l'hippocampe, il va pas mettre ce souvenir dans une mémoire à long terme, mais elle va rester tout le temps là. Et donc, l'amygdale, elle va être tout le temps activée. Ok. Donc, on va sentir qu'on est tout le temps en menace. Surtout s'il y a quelque chose qui va venir nous stimuler. Une odeur, Ouais, quelque chose une qui rappelle musique, l'événement. c'est ça. Ouais. Ok. Et donc, c'est important de libérer... Je comprends. on voulait ouais. pas parler de ça, mais finalement, on a fini par parler de ça.
comprends mieux. OK, c'est fait. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que cette balance entre le système sympathique, parasympathique, Très c'est ça qu'on importante. essaie de, comme, Ouais. pas rétablir, mais Oui. en tout cas de mieux gérer parce que, comme on a dit, Rétablir, les oui. deux sont super importants. Mhm. Puis si on a ça, c'est parce que c'est important aussi, puis c'est pour notre survie aussi. Tout Donc, à fait. De peut-être mieux comprendre ça, puis de gérer la balance entre les deux nous permettrait justement de peut-être Ouais. mieux affronter le quotidien. Mieux gérer le stress, Mhm. absolument. Ouais. Si les étudiants ont des outils, surtout les personnes qui sont très sensibles au stress, Mhm. si elles ont des outils qui, OK, là, j'ai vécu un stress. Je sais pas, j'ai un examen, je vais parler en public. Qu'est-ce que je fais? Mhm. Je commence à paniquer. C'est quoi le premier outil qui vous vient en tête? Moi, je sais pas, moi, Oui. personnellement, là, je vais parler pour moi. Tu sais, si je suis super stressée, puis il y a un examen qui arrive, Ouais. puis je me sens pas prête, c'est sûr que je vais comme respirer, je vais me concentrer, je vais, Génial. tu sais, je vais- Respirer! Ouais. C'est génial, c'est Ouais, ouais. excellente ouais, réponse. tu sais, je vais prendre mon temps, là, je vais faire une étape à la fois, puis tu sais, je replace les choses dans ma tête, tu sais, je vois pas le big picture, plus que je suis comme, OK, ben c'est quoi qu'il faut que je fasse pour commencer? OK, ben j'ai besoin de faire ça, ben je vais commencer par ça, puis une étape à la fois, tu sais. Et qu'est-ce qui va vous permettre de faire ça étape à la fois? C'est votre donc, cerveau, votre cortex préfrontal, le Mhm. cerveau qui nous différencie des animaux, qui est capable de planifier, d'organiser. Mhm. Et je peux pas accéder à ce cerveau si je suis dans mon cerveau émotionnel et reptilien. OK. Ce qui va me permettre d'accéder à ça, c'est donc notamment la respiration qui va calmer le corps. La respiration, c'est un excellent outil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des gens respirent de façon superficielle. Ah, j'ai jamais remarqué. Ouais. OK. Avant, moi aussi, je suis allée chez un ostéopathe et il me dit, mais vous faites de l'anxiété? Je lui dis non, avant que je sache que je faisais de l'anxiété. Ouais. Je lui dis non, jamais, je fais pas de l'anxiété. Il m'a dit, mais vous respirez de façon superficielle, je vois votre veine bouger. Je lui dis, oh my God, c'est vrai. Fait que respirer de façon De superficielle, façon- c'est- C'est-à-dire, on va Oh. pas respirer avec le ventre. OK. Ah, OK. La respiration abdominale, c'est ce on va inspirer et on va tellement remplir les poumons à pleine capacité, Mhm. ça va pousser le diaphragme, donc le diaphragme se Mhm. contracte. Mhm. Et donc, ça va pousser les viscères vont faire gonfler le ventre. C'est pas l'air qui fait gonfler le ventre, c'est le mouvement, c'est la contraction du diaphragme. Mhm. Plus je pousse, plus je remplis mes poumons, plus le diaphragme va activer le nerf vague. OK. Donc, c'est ça qui va nous permettre de activer le Relaxer. système parasympathique, Ouais. la respiration. OK. Excellent outil. OK. Ça a l'air d'être très simpliste, mais ça fonctionne très bien. Mhm. À force de le pratiquer, donc par exemple, si par exemple je suis une personne anxieuse, j'ai des idées noires le matin, des pensées négatives, il y a des personnes, dès le réveil, ils sont en mode oh, je dois faire ça, je n'ai pas fait Ouais. ça. On est complètement paniqué. Une respiration, pour même la faire dans le lit, Mhm. 3 respirations ventrales. OK. Mhm. Et là, ça va me permettre de calmer mon cerveau. Et là, je peux accéder à mon cerveau, à mon cortex Mhm. préfrontal. Et là, je peux organiser, planifier. OK. Ouais, parce que c'est vrai comme, tu sais, ça me fait penser à une affaire que comme, et moi je me dis tout le temps ça, là, je me dis, quand je panique ou comme qu'il arrive un moment où que je suis comme hors contrôle, mettons, puis je me dis, j'arrive plus à penser, on dirait que c'est comme on dirait que j'ai plus de connaissances, tu sais. Puis là, ça me fait penser un peu à ça. Puis là, je suis comme, tu sais, quand tu te calmes, puis tu reviens un peu à toi, t'es comme, là, Ouais. tu sais, Ça revient t'es bien tranquillement. consciente que Ouais. comme crime, tu les as les connaissances puis C'est les ça. compétences là, mais on dirait que quand on est dans un moment de stress ou comme de je sais pas de performance en tout cas, Ouais. on a comme tendance à faire comme si on était plus bon. Ouais. C'est un peu lié à ça, Mhm. j'imagine, c'est le fait C'est- qu'on soit tellement dans l'émotion du moment que Ouais. t'as comme C'est- plus accès à comme tes connaissances, t'as ton cortex préfrontal qui te dit comme les bonnes affaires là, Ouais, tu sais. il est shut down. C'est la conséquence physiologique de l'anxiété sur le corps. Mhm. Il y a la composante mentale, les pensées, les ruminations. Si on prend l'exemple de l'anxiété de performance, qui est une peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Il y a un décalage, au fait, entre ce qu'on perçoit comme une menace, le défi, qui est un défi. Donc, il y a un décalage entre ce qu'on perçoit, la perception de l'événement, et nos capacités, notre confiance en nos ressources. Donc, ce qui va arriver, donc on va avoir 4 composantes. On va avoir des pensées. Je vais pas être capable. Je vais rater mon examen. Donc ça, c'est la composante mentale. Il y a une composante émotionnelle, une sensation de peur, des tensions, migraines. Donc le corps va répondre à ces émotions. Donc la réponse physiologique, c'est ça. Et puis il y a la réponse comportementale qui peut être très néfaste. C'est des fois ce qu'on va faire. Soit on va pas étudier. On appelle ça la procrastination. On s'auto-sabote. Ou au contraire, on va trop étudier et on va négliger notre vie sociale, notre vie personnelle. On va même peut-être
consommer des drogues pour être très performant. Donc, il y a vraiment des conséquences à cette peur. Et donc, il est primordial de travailler non seulement avec le corps, qui est très important, de réguler le système nerveux. Très, très important. Moi, j'insiste dans mes accompagnements, je dis, OK, on va travailler avec l'esprit, on va déprogrammer tes croyances et tes drivers, comme on avait vu tout à l'heure, sois fort, sois fort. La plupart des étudiants en pharmacie, c'est soit parfait. Parfait. Il faut que tu sois numéro 1. Je l'avais aussi. Je leur dis, oui, on va travailler tout ça, mais on travaille avec le corps. On va réguler le système nerveux. Parce que quand tu es plus en mode relax, c'est là que tu peux utiliser ton cerveau. Exact. Ouais. C'est jamais comme bénéfique de comme... Non. Tu sais, quand t'es tellement stressé, on dirait qu'il n'y a rien qui rentre dans ton cerveau. Rien. Tu sais, ça sert à rien de faire quelque chose ou d'apprendre quelque chose quand t'es tellement stressé parce que, tu sais, justement, t'as l'impression que c'est juste ton corps qui réagit, mais ton cerveau, il est comme pas là. On devient des enfants, des fois. Ouais, c'est ça. C'est quoi la première étape pour de quelqu'un de savoir que nous-mêmes, on a envie peut-être de l'anxiété de performance? Est-ce que c'est de le reconnaître? Très bonne question. C'est quoi le déclencheur là, qui nous dit comme il y a peut-être quelque chose qui cloche puis je m'en suis jamais rendu compte toute ma vie? Je vais vous donner une réponse très simple. On a un acronyme qu'on appelle CINE. OK. C'est pour la perte de contrôle. I, c'est pour l'imprévisibilité. N, c'est pour la nouveauté. Et E, c'est pour l'ego. Donc, si à chaque fois que j'ai un événement nouveau, je le perçois comme négatif, surtout s'il est imprévisible, l'imprévisibilité va encore augmenter la réponse de stress. Et en même temps, j'ai une sensation de perte de contrôle et je sens que mon ego est menacé, c'est que je fais de l'anxiété de performance. OK. Ça, c'est un acronyme qui aide les gens à un petit peu repérer est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. C'est En ça, quoi- c'est ciné. Ma question, c'est en quoi, mettons, une anxiété de performance liée à une performance scolaire, par exemple. Ouais. C'est des choses qu'on sait, qu'on a un examen qui s'en vient. Non, c'est pas... Il me semble que ça rentre pas dans la catégorie de comme... ça fait du sens ce que je dis là? Non, dans le sens que, je comme, comprends. tu sais que tu le sais que ton examen, je sais pas, est genre lundi à telle heure, comme en quoi que c'est imprévisible, puis que oui. tu sais, c'est comme, c'est pas nouveau C'est parce nouveau, que tu ouais. le sais. Comme, Bonne question. Tu veux comprendre où le ciné veut... ouais, et comme, Bien comment dans le ça. ciné fonctionne avec, par exemple, une anxiété de performance scolaire ou au travail, par exemple, où des choses sont déjà comme planifiées dans ton horaire, mais que tu peux pas comme contrôler ton Comprends. stress Ouais. par rapport à l'examen, à une réunion, peu importe là, ce que c'est. Là. Il y a tellement un décalage, quand j'ai dit, entre l'événement et ma capacité à avoir des ressources, que je vais me dire, OK, c'est inconscient. Hein? C'est pas, je vais pas me poser, je vais écrire ce que je vais vous dire. Je vais me dire, OK, si j'échoue, donc là, on sait que c'est un examen, c'est prévisible, c'est pas nouveau, on a l'habitude de le faire, mais il y a la composante de l'ego. Je vais me dire, OK, si j'échoue, je suis pas une bonne personne. OK, ouais. Si j'échoue, peut-être mes parents vont croire qu'ils vont me rejeter, ils vont pas m'aimer. Donc, ça vient chercher des croyances limitantes. OK. Donc, c'est plus profond que ça. Ciné, c'est pour simplifier, Ouais, mais ça fait partie. c'est ça. C'est ça, ego. Si j'échoue, qui Ouais. suis-je? OK, je comprends. On va me rejeter. C'est vraiment des peurs. OK. C'est comme inconscient, dans le sens que, C'est comme, oui, c'est prévu dans ton horaire, mais Mais t'as mon- comme trop peur que tu t'échoues, donc c'est ça... mon corps qui réagit. OK. C'est ça. Fait que t'es pas obligé nécessairement de répondre à toutes les... Non. Le ciné au Ouais. complet, le C-I-N-E, accent aigu. On n'est pas obligé d'avoir toutes ces composantes-là Absolument. pour dire que, comme, par exemple, on a de l'anxiété Ouais. ou de l'anxiété performance. C'est juste comme, ça peut rentrer dans Mais à les... partir du moment où je vais paniquer plus que d'habitude, Ouais. et que je vais me dire ces pensées quand on je vais échouer, c'est sûr que je vais échouer, mais ça va être dur, ou mon corps va réagir à ma place. Des fois, je vais même pas me dire quoi que ce soit, c'est mon corps qui va se mettre à avoir une diarrhée, je vais avoir des migraines. Si c'est une fois par hasard dans une vie, ça va. Mais si à chaque fois que je me fais évaluer, j'ai cette réaction, Ouais. c'est certain que j'ai une tendance à faire de l'anxiété de performance. Je me rappelle quand j'étais étudiante en pharmacie en Algérie, j'avais une collègue, à chaque examen, elle s'évanouissait. Ah ouais. Chaque examen. C'est clair qu'elle avait de l'anxiété de performance. performance. Dans ce temps-là, je me posais même pas la question. Je ne Ouais. comprenais pas. Je me disais peut-être qu'elle était malade, mais c'était de l'anxiété de performance. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un beau cas d'anxiété de performance. C'est ça, c'est son corps. C'est son corps qui réagissait. Ouais. Pourquoi? Ça, il va falloir lui poser la question. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être parce que si j'ai pas de bonnes notes, mes parents vont peut-être mal le prendre. Qui suis-je si j'ai pas de bonnes notes? Mon identité
c'est ça, en fait. L'anxiété de performance, on est dans une société, on a le culte de la performance. Ça, c'est clair. Si on n'est pas performant, c'est qu'on vaut rien. C'est pas juste les études, le travail, des fois même dans les relations intimes, dans le sexe, le sport, la performance physique. Et qu'on a tellement ça très conditionné, programmé dans notre subconscient qu'il y a certaines personnes qui vont quand même avoir des outils, ils vont se dire, OK, ça va, je vais gérer. Mais si cette personne, elle est sensible et qu'elle a une sensibilité, sa vie va en dépendre, inconsciemment. Peut-être parce qu'à l'enfance, ses parents, si elle n'avait pas de bonnes notes, papa n'est pas content. Donc, je vais grandir avec cette croyance limitante et je vais avoir les conséquences dans ma vie professionnelle. Dans mon cas, c'était être parfait. Il fallait avoir des notes parfaites. Et j'avais tout le temps des notes parfaites. Mais pourquoi? Parce que je voulais l'amour de mon père. Je l'ai compris après, à l'âge adulte. C'était si j'ai pas de bonnes notes, mon papa est pas content. OK, ouais. Et comme quand vous avez grandi, c'est comme... faut comprendre que j'imagine quand vous avez grandi, c'est pas ça que vous vous disiez à chaque examen ou à chaque fois. C'est comme c'était tellement internalisé que c'était comme inconscient. On fuit dans mon corps. Et je l'ai conscientisé avec mon chemin d'éveil que j'ai fait, avec tous les outils, puis avec le coaching. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des drivers, on en a 5. C'est des travaux d'un psychologue américain aussi. Les drivers, c'est quoi? C'est des croyances ou des automatismes, c'est des pilotes automatiques qu'on a dans nos fonctionnements, dans nos comportements. En fait, ça dicte nos comportements. Si je n'ai pas cette croyance, c'est clair que je vais avoir un autre comportement. Il y en a 5. Il y a dépêche-toi, fais des efforts. Ça, c'est pour... pas vulgariser, pour résumer, peut-être qu'il y en a plus. Donc dépêche-toi, fais des efforts, sois fort, donc sois parfait. Moi c'était sois fort et sois parfait. Et le 5e, fais plaisir. Et donc imagine, j'ai le driver fait plaisir. Je suis finie la pharmacie, j'ai eu mon diplôme, je commence à travailler et puis j'ai le driver de fait plaisir. Déjà, j'ai fait plaisir à papa et maman, j'ai fait pharmacie. Peut-être que je voulais même pas faire pharmacie. Ça, c'est un exemple. Là, je commence à travailler. J'ai un boss qui est un petit peu pas très gentil, on va dire. Mais il n'est pas non plus méchant. Moi, je le perçois comme ça. C'est ma perception, c'est mon filtre. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de faire des heures sup. Mais j'ai ce driver de faire plaisir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des heures sup. Pourquoi? Parce que si je ne vais pas faire des heures sup, je vais me sentir rejetée, pas aimée, je vais avoir une peur. Je vais faire ça tout le temps, jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Ça, c'est un exemple très simple, très simplifié, mais ça peut être une croyance qui peut engendrer un burn-out. Fait que les drivers que vous dites, c'est comme des croyances. C'est des croyances qui dictent nos comportements. C'est ça. Ça va? Je comprends. Je comprends bien, Il y en a 5. C'est ce qui pourrait lier au burn-out. Fait qu'est-ce que le burn-out exactement, si vous pouvez comme le vulgariser pour qu'on puisse... Le burn-out, c'est un épuisement, tout simplement. Quand on a atteint le burn-out, c'est qu'on a fait toutes les étapes avant. Ça commence toujours... il y en a 12. J'ai oublié son nom parce que son nom est tellement difficile à prononcer. Il y en a 12. C'est le docteur Herbert Frauenberger. C'est un Américain et qui a vraiment classé les 12 étapes du burn-out. Mais pour simplifier, ça commence toujours pareil. Ça commence par une envie de prouver qu'on est bon. Ça, c'est la première étape. On arrive dans un milieu de travail, nouveau, on est excité. Et là, on va, je vais prouver que je suis bon. C'est inconscient, Je vais prouver que je suis bon, je vais aider les autres, je vais même faire des choses qui ne me sont pas assignées. Je vais peut-être me mêler des conversations juste pour prouver que je sais. Donc, et c'est inconscient, des fois, c'est pas une personne qui est forcément une personne arrogante ou quoi que ce soit, mais pour elle, sa valeur, c'est de faire plus. Elle a été élevée comme ça. C'est sa croyance. Puis par la suite, on va commencer à sentir le stress. Ça commence. Mais on va pas forcément l'écouter. On va se dire, OK, c'est normal, c'est un nouveau travail, je dois être stressée. Donc, on va rentrer dans la période de déni. Donc, on va continuer à fonctionner quand même. Puis ensuite, il y a la résistance. Donc, on sent que notre corps est fatigué, notre corps commence à nous parler. On l'écoute pas. Puis là, on va s'isoler. On va pas avoir le temps parce qu'on est fatigué. On va rentrer chez nous, on va pas voir nos amis. Puis l'environnement va nous le dire, il y a quelque chose qui cloche, qu'est-ce qui se passe, on te voit pas. Peut-être la famille, les relations personnelles.
Et puis là, on commence à creuser parce qu'on ne veut pas comprendre. On va prendre des vacances, mais ça nous fait rien. Le fait de prendre des vacances, ça va pas nous reposer. Et c'est l'alarme. Et c'est là qu'on est en burn-out. Ça peut même mener à la dépression. Burn-out, ça ne veut pas forcément dire dépression, mais ça peut mener à une dépression. OK. Puis est-ce que burn-out est nécessairement lié à comme l'anxiété ou l'anxiété de performance, ou c'est deux choses qu'on un peu distinctes ou ça s'intercale un peu? Ça s'intercale. Okay. Si on fait de l'anxiété, c'est clair qu'on va être plus sensible au burn-out. Si on fait de l'anxiété de performance, encore plus. OK. C'est ça. L'anxiété, c'est notre corps. L'anxiété, c'est quoi si on veut simplifier? C'est pas forcément mauvais parce que c'est un signal. C'est un symptôme qui me dit il y a quelque chose qui ne va pas. C'est mon corps qui me parle. C'est pas juste des pensées, l'anxiété. C'est aussi une réponse dans le corps. C'est la survie. Et donc je suis en train de me dépléter de mon énergie. Si je suis capable de l'écouter, de la réguler, ça va. Parce qu'on fait tous un peu d'anxiété. C'est quand elle devient handicapante que là qu'il faut s'inquiéter. Donc, si je fais de l'anxiété, c'est certain que je vais être sensible au stress. Ça, c'est quelqu'un qui est anxieux, il va être plus sensible à quelqu'un qui est carefree, qui est cool, qui a pas de j'aime pas dire fragilité, mais une sensibilité. Ouais. Oui, ils sont interconnectés, mais pas forcément. Puis c'est ça. Puis est-ce que avoir un burn-out, je veux dire, c'est pas nécessairement parce que tu as un burn-out que tu es anxieux? Pas forcément. Pas forcément. Okay. Mais la plupart du temps, oui. Je dirais peut-être moi, les clients que je vois, la plupart du temps, ils ont une composante anxieuse ou ils sont trop dans leur tête. OK. Trop dans leur tête. Ils n'arrivent pas à écouter leur corps. Parce que quand j'écoute mon corps, si j'ai besoin d'une pause, je vais la prendre, la pause. Si j'écoute mon corps et que j'ai confiance en moi, si mon boss, il abuse, je lui dirai non. Ouais, c'est ça. Que quand je fais de l'anxiété, j'ai pas confiance en moi. Pourquoi? Parce que mon corps, il se sent pas en sécurité. La confiance en soi et se sentir bien dans son corps, c'est très lié. Je peux pas être comme ça, tendu, en mode survie, et paraître confiant. Ça fait pas. C'est ça. Donc, plus je travaille mon anxiété, plus je me connecte à mon corps, plus je m'écoute et je m'aime, je me respecte. Si on a parlé de je peux pas servir mes patients si je ne suis pas, en a discuté. Je peux pas servir quelqu'un si moi je ne suis pas bien. Je peux pas ouvrir mon cœur, je peux pas l'écouter sans le juger, je peux pas trouver des fois aussi il faut travailler son cerveau pour trouver des solutions, des interactions ou des enquêtes sur OK, j'ai une réaction allergique. Si je n'arrive pas à lui poser les bonnes questions, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis OK, je vais faire vite, mon boss il est là, j'ai peur. Mais non, je peux pas être dans le moment présent, je peux pas être dans le service. Donc, c'est important de prendre soin de soi, d'être présent, d'être bien dans sa peau pour pouvoir servir les gens. Vous nous parliez tantôt de... Je pense que vous avez fait de la méditation en premier lieu. Fait qu'on a travaillé comme l'esprit. Puis là, vous êtes allée au travail, vous êtes devenue pharmacienne. Ça allait bien, mais il manquait quelque chose. C'est là que vous vous êtes mis au yoga. Absolument. Est-ce que vous avez vu une différence par après sur votre pratique? Ah oui, complète. Okay. Ah oui, avant, quand j'étais... je suis pas parfaite, hein, j'ai mes défauts, j'arrive des fois je suis en colère, des fois je suis frustrée avec un patient, si on reste professionnel, c'est clair, mais ça nous frustre, je réagissais. Mais avec le yoga, je suis plus dans la compassion. Parce que déjà, je suis dans la compassion avec moi-même. Je peux pas être dans la compassion avec quelqu'un d'autre si moi-même je me juge. Donc, plus je m'aimais, plus je me disais, OK, oui, mais il est fatigué, le pauvre. OK, je vais essayer de l'aider. Donc, j'ai ouvert mon cœur. Et c'est ça. J'ai remarqué une grande différence. Ouais. Fait que c'est ça, par exemple, peut-être un petit, un incitatif pour les gens qui vivent dans l'anxiété puis qui veulent pas nécessairement se prendre en charge ou le vivre en déni. Ça vient un peu contredire le principe de performance dans ta profession plus tard, de comme, oui, peut-être que si tu gères pas ton anxiété, ben, tu vas peut-être juste être moins bon au final. Comme tes résultats seront peut-être même pas là si tu vis trop dans l'anxiété. Fait que c'est comme d'autant plus important si tu vas être bon dans ce que tu fais. Absolument. De prendre ça en main puis de comme plus connecter puis de te dire, OK, il faut que je fasse quelque chose pour gérer ça parce que ça affecte la relation avec le patient au final. Là, absolument. Et il y a beaucoup de personnes très intelligentes
qui se sabotent à cause de l'anxiété de performance, parce qu'on est tellement dans l'anxiété que notre cerveau, on va pas atteindre ses capacités cognitives. Donc, si on veut vraiment être bien, être présent, c'est important de travailler. Au fait, des fois, les gens me disent « Oh, mais moi, je suis anxieuse, j'ai pas encore envie de travailler. » Je me suis dit « Non, c'est juste, tu vas ralentir, tu vas... » Parce que des fois, je leur dis ralentir pour être productif. Je vais faire un atelier avec la Banque Desjardins où on va parler de productivité. Okay. Et j'ai dit à la personne qui m'a contactée, j'ai dit, on va parler de ralentir. Elle m'a dit, t'es certaine? Ralentir pour être plus productif? Je dis, je suis certaine. Je dis, explique-moi. Je dis, parce que quand t'es relax, quand t'es présent, quand tu cours pas, c'est là que t'as la clarté mentale. Ouais. C'est là que t'es en bonne santé. Tu dors mieux. Oui. T'es pas stressé. C'est clair, tu vas être plus productif, plus organisé. Tu vas planifier. Il me dit, OK, j'ai compris. Je dis, oui, on va faire ça. On va parler de comment être productif en ralentissant, en étant vraiment relax. Ça ne veut pas dire que je vais être paresseux. On fait toujours cette... ralentir. Ouais. Mais c'est ce que je me disais aussi avant. Ah non, mais si je ralentirais, ils vont dire, elle est feignante, elle vient d'Algérie. J'avais beaucoup de croyances limitantes. Okay. Non, je suis en Amérique du Nord, il faut que je performe. Ils vont croire que je suis faible. Ouais. J'avais beaucoup de croyances limitantes, donc sois fort. Moi, c'était le sois fort. T'es forte. J'avais beaucoup de mal à être vulnérable, à montrer mes émotions. Ça a affecté aussi mes relations personnelles. On n'est pas là pour parler de mes relations personnelles, mais j'avais beaucoup de sois fort. Non. Moi, je vais leur montrer que même si je viens d'Algérie, je suis bonne. C'est fou, hein? Mais comme c'est ça, vos préjugés. C'est ça. J'avais peur des préjugés parce que je me jugeais, moi. C'est pas les autres, c'est qu'un miroir. Tout le monde à l'extérieur de nous, c'est qu'un miroir. Parce que moi, je me jugeais, au fait. Et donc, je me disais, non, je vais cacher, donc je vais performer pour leur montrer. Mais montrer à qui? C'est curieux, c'est ça. C'est la vie. On découvre et on se découvre et c'est magnifique. Et mon but, pourquoi je fais ça, c'est pour montrer aux gens que t'es ton meilleur ennemi ou ton meilleur ami. La clé, elle est entre tes mains, elle est entre tes deux oreilles. Ton cerveau, tu peux l'utiliser, ton cœur aussi. Alignement, cœur, corps et cœur. Beaucoup de personnes qui font un burn-out, ils sont plus alignés. Ça, je suis en train de faire je sors du sujet, mais ça m'a rappelé ça. J'ai une cliente qui est très bonne, mais elle était malheureuse dans son travail. Elle adore ce qu'elle fait, mais elle était malheureuse. On ne comprenait pas. Je commençais à la coacher, et puis là, je me suis dit, elle a compris qu'au fait, c'était plus aligné avec son cœur, ce qu'elle voulait vraiment. C'était aligné avec son intellect, mais avec son cœur et sa passion, elle disait sa mission de vie, c'était plus aligné. Et donc, elle a quitté. Elle va mieux parce qu'elle a compris que c'était plus le travail qu'elle aimait, même si elle était excellente. Donc, c'est important, l'alignement. Corps, cœur et esprit. Ça, c'est excellent pour ceux qui veulent comprendre, parce que des fois, on aura travaillé tout, sois fort, dépêche-toi, tous les drivers, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai tout travaillé, j'ai fait le travail, j'ai fait la méditation, je fais le yoga, mais je suis tout le temps malheureuse dans mon travail, mais des fois, c'est juste les valeurs que tu as dans ton travail ne répondent pas à tes valeurs personnelles. Parce qu'on évolue dans la vie. Je peux commencer, par exemple, comme policier ou gendarme, et puis le lendemain, peut-être que j'ai envie d'aller élever un troupeau de moutons et dans la nature. Ça arrive. C'est ça. Il y a ceux qui vont le faire facilement parce qu'ils ne sont pas identifiés à ce qu'ils font. Pourquoi, pour moi, au début, ça a été difficile de dire que je suis prof de yoga et de méditation et de coach de vie parce que j'étais très identifiée à la pharmacie. Donc, il a fallu travailler. Je disais que la pharmacie, c'est être intelligent, c'est être smart, être cartésien, analytique. Ça, c'est mes croyances inconscientes. Je me suis dit, non, je suis en train de juger, là. Je suis en train de je sais que j'adore ce que je fais en ce moment aussi. Et là, ça va. Là, je dis que je fais les deux. Et c'est ce que je fais, c'est pas ce que je suis. Donc, si on n'est pas identifié à ce qu'on fait, ça va être plus simple de prendre des vacances, ralentir, se poser des limites. Poser des limites, c'est tout un art au travail. Et quand on s'aime pas et quand on est tout le temps dans la peur d'être rejeté, on va pas dire non, on va se laisser écraser. Et c'est pas forcément les autres qui sont méchants, c'est juste il y en a des milieux qui sont toxiques, on va pas se mentir, il y en a, ça c'est certain. Mais quand on se respecte, on va même pas les attirer. Et on va peut-être reconnaître le milieu et partir vite avant de se dire c'est peut-être moi le problème. Donc ça prend la connaissance de soi. Ça prend
C'est ça. Moi, je dis c'est le fun de se découvrir et de prendre soin de soi. Oui. Puis c'est quoi les outils que vous aurez comme à conseiller pour comme soit des étudiants ou des travailleurs ou peu importe qui vivent dans un milieu parce que veux pas, nos examens vont toujours s'enchaîner, le travail va toujours arriver, la routine va toujours être présente, puis ça on peut pas comme mettre un frein à ça parce que tu peux pas dire ben moi l'examen ça me tombe pas cette semaine, fait que c'est la semaine prochaine parce que moi je suis anxieuse, tu sais, comme on peut pas faire ça dans le réalisme du quotidien. Ce serait quoi les outils que simple qu'on peut faire. c'est comme simple, comme tu sais pratico-pratique du quotidien, comme qu'est-ce que j'applique dans mon quotidien pour que je puisse comme allier le chaos de ma vie avec tout mon esprit et mon... Il y a 2 choses que je recommande. Premièrement, il ne faut pas être seul. C'est bien d'avoir du support, un environnement positif, que ce soit des amis, des colocs, des collègues, de la famille, c'est important. Être tout seul, c'est pas normal. Oui, c'est bien d'être tout seul pour se connaître, pour avoir le silence, pour faire de la contemplation. Moi, j'ai besoin de mes moments de solitude, c'est important. Mais aussi, on a besoin des autres. On a besoin d'aide. Des fois, on a besoin d'aide. Et il faut avoir cette humilité de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et l'environnement est très important. Si je suis dans un environnement positif, c'est clair que ça va m'aider à être en bonne santé mentale, avoir confiance en moi. C'est très important, l'environnement. L'isolement, c'est pas mauvais. La solitude choisie, c'est normal. Mais l'isolement, c'est très mauvais. Donc, c'est très important. Un environnement qui va m'élever. Deuxième chose, c'est avoir des bonnes habitudes de vie. Parce que c'est pas du jour au lendemain que je vais... ça prend un travail. Sinon, les solutions faciles, ça existe, mais ça dure pas sur le long terme. Donc, avoir des bonnes habitudes de vie. Dormir comme il faut, un bon sommeil, c'est très important. Manger une hygiène de vie. C'est l'hygiène de vie, c'est très important. Parce que justement, on a tendance, quand on est tellement occupé, on a tellement de trucs à faire, des fois, c'est ce qu'on met en premier de côté. C'est ça. De façon tellement illogique. Le piège. C'est le piège. Et c'est en fait, on fait l'inverse de ce qu'on doit faire. C'est que, OK, je mangerai plus tard. OK, je dormirai plus tard. Mais non, c'est la base. C'est vraiment la base. Et je veux plus que les gens le sachent à leur dépens. Moi, je l'ai compris à mes dépens. Même si j'avais un bon sommeil, j'avais de bonnes habitudes de vie. Ça va, je consommais pas d'alcool, pas de drogue. J'avais quand même de bonnes habitudes de vie. Moi, c'était plus des traumas qui étaient dans mon corps, des croyances limitantes. Mais plus on a de bonnes habitudes de vie, plus on a de chances d'être performant sans se mettre la pression. Parce qu'on a déjà l'espace. OK, je me suis organisée, j'ai étudié de telle heure à telle heure. Je fais une pause, faire des pauses. Ça, c'est excellent. C'est très important, faire des pauses. J'organise mes pauses, je vais dormir à telle heure. C'est très, très important. Des bonnes habitudes de vie. Les pauses. Oui, mais les pauses, pas n'importe quelles, j'imagine. Non, pas aller sur Instagram. Exactement, c'est ça. Très bonne question. C'est ça le piège. Ça, c'est une addiction, c'est pas une pause. C'est notre cerveau qui est tellement stressé qu'il veut son rush de dopamine. Les vraies pauses, je me pose, je vais marcher dans la nature, je respire, je m'étire, je bois de l'eau. Ça, c'est des vraies pauses. C'est vrai que tout sollicite notre attention dans ces sociétés modernes. On a tendance à prendre une pause sur Instagram, sur Facebook, sur notre cellulaire. C'est pas nécessairement mieux, là, ou de regarder la télé, peu importe. Là, je veux dire, ça peut être comme c'est bien aussi de comme relaxer, mais comme quand on veut prendre une vraie pause pour, par exemple, être plus performant et plus productif, puis vraiment être comme présent, comme c'est pas ça qui va nous aider, là. Comme on a dit, faut qu'on bouge un petit peu aussi, là, des fois ça t'aide de prendre une petite marche puis de bouger un petit peu, puis après tu te sens mieux pour continuer, là, c'est pas nécessairement en étant assis sur ton divan puis en scrollant sur Instagram que tu vas avoir comme des résultats positifs sur ta productivité après, là, absolument. Et le cerveau, il a du mal au fait, par exemple, si je suis en train de faire quelque chose, je fais une pause et je vais faire autre chose, donc la distraction, il va avoir plus de mal à se concentrer dans la tâche qu'il va faire plus tard. Donc, les pauses, là, Instagram et machin, c'est encore plus perturbant pour le cerveau que bénéfique. Et ça a été prouvé scientifiquement. Donc, c'est important de faire des vraies pauses. Respirer, ouvrir la fenêtre. Je sais pas, caresser son chat, jouer, je sais pas, un truc vivant. Pas juste les machines et la technologie et être coupé de soi. Puis ça serait quoi vos trucs pour plus comme pratico-pratique de
mettons, là, je donne un exemple, qu'on est en pharmacie, Oui. fait que je vais prendre un exemple de Oui. pharmacie, mais une pharmacienne, peu importe, un pharmacien, dans la chaîne de travail, là, tu sais, t'es vraiment comme débordé, Ouais. t'as comme plein de patients dans la pharmacie qui te regardent puis qui attendent Agent juste après couture. toi. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes conseils, Ouais. tu sais, à ce moment-là, que là, bon, ok, tu peux pas prendre de pause pour aller marcher dehors pour Non. t'oxygéner le cerveau Non. parce que, ben, Ouais. c'est comme, t'as Ouais. des patients qui t'attendent puis qui veulent leur prescription, peu importe. Comment tu gères ça, cette anxiété-là, ce stress-là, peut-être? J'adore la question. J'adore la question parce que moi, j'ai fait les deux. J'étais la pharmacienne super stressée, même si je faisais de la méditation. Mhm. Mais super stressée, mais bonne. Hein. C'est pas pour me jeter des fleurs. Et je suis maintenant, et de plus en plus, je suis pas parfaite, mais je vois la transformation. Je la vois et je vois les retours des gens qui travaillent avec moi. Oh, Tess, tu gères bien ton stress. Et là, ça me fait sourire parce que, ce que je fais donne des résultats. Mhm. Ouais. Ce que je fais, je vais vous donner un exemple et ça va aider tout le monde. Premièrement, la posture. Très important. Sentir ses deux pieds sur le sol, être ancré, être là. OK. J'ai le téléphone qui sonne, j'ai un patient qui crie. OK. Ouais. Je m'ancre. Correct. Je respire et ça se fait instantanément. OK. Mhm. Puis je priorise. Mhm. Ça peut se faire quand je suis présente. Si je commence à me dire Ouf, encore lui, le stress. Oh non, là on est marre, là on est foutu. Ah ouais. C'est la présence, au fait. C'est je m'ancre, ma posture, je suis là, vraiment sentir ses pieds. Ça a l'air d'être simple. Hein? Au début, notre cerveau il va se dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là, ancrée même. Moi, je lui pose la question pour qu'elle me dise comment je gère mon stress. Elle me dit de poser mes pieds sur. Ça marche. Ok. S'ancrer. Ouvrir son buste, être présente. OK, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois répondre d'abord, OK, le technicien va faire ça, le patient, quelqu'un va aller le voir pour le calme. Prioriser. Mhm. Prioriser, prendre son temps. Il ne faut pas hésiter à dire au patient, si je suis toute seule, ça va prendre du temps, professionnellement, ça va prendre du temps, je vais m'occuper de vous, veuillez s'il vous plaît vous asseoir, et je vous garantis, si on est présent quand on fait ça, pour l'avoir vécu, les patients, même les plus difficiles, vont se calmer. Mhm. Mais si je suis comme ça, ils vont sentir comment je suis. Mhm. Pourquoi? Et c'est prouvé scientifiquement, c'est pas juste ésotérique, parce on parle d'énergie, de vibe. Notre système nerveux influence le système nerveux de la personne en face de moi. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Si là, maintenant, moi, je fais ça, Mhm. comment vous allez vous sentir? Pas bien, Non. mal à l'aise. Mais si je fais ça et je te dis, ah, c'est cool, comment vous allez vous sentir? Bien. Mhm. Notre système nerveux influence le système nerveux de l'autre personne. Mhm. Si j'ai une personne qui crie et que je commence à crier, c'est foutu. Mais Foutu. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, s'il y a quelqu'un qui garde le calme, l'autre va s'apaiser. Ouais. Il y a toujours des cas exceptionnels. Il y en a pour les avoir vécus. Ouais, ouais. Mais c'est très, très rare. Mhm. Donc, la présence, Ouais. ça s'apprend. Parce que pour les patients aussi, de voir que comme, OK, oui, comme il y a plein de personnes dans la pharmacie qui sont déjà comme peut-être découragées. Oh mon Dieu, ça va être long. Mhm. Mais là, c'est comme peut-être que, tu sais, on voit tout en pharmacie, mais comme Ouais. peut-être que le patient, de voir que la pharmacienne est super anxieuse aussi, puis qu'elle ne Ouais. sait pas comment se gérer, Ouais. ça va peut-être encore Ouais. plus le stresser. Absolument. Puis là, il va trouver ça encore plus long que d'habitude, Mhm. puis tout va comme s'amplifier par le fait que comme Complètement. on dirait que la pharmacienne n'est même pas capable de gérer tout ce flot de personnes puis Complètement. de prescriptions. Fait que tu sais, de voir que ton équipe derrière la pharmacie, peut-être que ça va comme apaiser tout le monde puis que comme ça va avoir un impact positif à la fin. Tellement vrai, tellement vrai. Et je le vis jusqu'à ce Mhm. jour. Il y a des jours où il y en a que des patients difficiles. Il faut se Ouais. dire, notre métier, il est stressant. Mais plus je travaille sur... Après, il ne faut pas accepter non plus des milieux de travail toxiques. Ça existe, Ah ouais. on ne va pas se mentir. Il y a de tout. Mais plus je travaille sur moi, plus quelqu'un travaille... Et d'ailleurs aussi, on le voit quand on a des collègues qui sont présents. Mhm. On aime travailler avec eux. Ben ouais. Ah, aujourd'hui, je travaille avec elle. Ouais. Parce qu'elle est présente, parce qu'elle n'est pas stressée. Mhm. Et si on a un collègue qui est stressé, on a moins travaillé avec lui. Ouais, ouais. Donc, mets-toi à la place du collègue aussi. C'est vrai. Travaille sur toi. Ouais. Et moi, je le vois. Je vois la différence entre comment j'ai commencé, même si j'étais académiquement parfaite. Peut-être qu'émotionnellement, je ne l'étais pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais là, je vois la différence. Ouais. Parce que plus je travaille sur moi, plus je suis présente, Ouais. plus je suis ancrée, moins dans la plainte. Mhm. Mhm. Plus ça va mieux. Ouais. Et il y a des fois où je suis super fatiguée, j'arrive pas à être dans ce flow, et bah au fait, je ne me juge plus. Je me dis, ok, aujourd'hui, bah c'est pas grave, j'ai été fatiguée, j'ai pas été ça. parfaite, mais c'est très rare. Ouais. Mm. Faut comme se donner droit à l'erreur aussi. Ben Faut oui. qu'on accepte Ah que ouais. comme
c'est normal que tous les jours de ta vie, tu sois pas à ton 100%, puis que si t'es fatigué, ben ça se peut que tu sois fatigué. Tu sais, souvent, on a tendance à comme ne pas se pardonner. Ben oui, sois fort, sois parfait. On a tendance de pas se pardonner d'être fatigué une journée, puis là, ça se soit moins bien passé ou quoi que ce soit, mais comme, c'est juste de commencer par accepter comment t'es aujourd'hui, puis que comme t'es fatigué, ben ça sera pas ta meilleure journée, mais c'est correct aussi comme ça. C'est ça. De comme pas se culpabiliser parce que justement, tu te sens fatigué puis t'as été moins performant ou peu importe. C'est pas ton habitude. Ouais, c'est ça. Ça se peut, ça arrive à tout le monde. Tu sais. Ouais, c'est ça, la culpabilité. Ouais, de commencer par réaliser ça. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose, c'est difficile à gérer dans le quotidien. Des fois, on a l'impression que comme c'est comme insurmontable, mais je pense que c'est comme prendre le temps de s'arrêter aussi un petit peu. Là, mais ce qui m'aide aussi, c'est avoir une routine matinale. OK. Ça a changé ma vie aussi. C'est-à-dire que je me lève, je prends du temps pour moi. Je me mets dans des conditions où je vais être performante, je vais être énergique, je vais être présente. Donc, ça m'aide beaucoup. Ouais. Je me lève, je ferai ma douche froide, ma méditation, mon yoga. OK. Et ça, c'est OK, cool, on y go. Je prends pas de café. Okay. Mais c'est que du temps pour vous. Je pense que c'est important de souligner, c'est pas aller sur ton cellulaire ou commencer directement en te levant à faire des trucs reliés au travail, que tu peux espérer avoir une journée comme un peu pas dans la sainteté d'esprit, mais c'est un peu plus présent. C'est ça, c'est motivant, tu sais, comme il y a rien de pire que commencer ta journée, je pense, puis te dire que tu vas rien faire de le fun. C'est comme, tu sais, c'est comme, est-ce que ça te motive vraiment? Est-ce que tu commences vraiment du bon pied ta journée si tu te dis, hey, je vais faire des choses vraiment plates toute la journée, comme, c'est normal que tu sois démotivé, tandis que si tu te mets des moments, puis tu te réserves des moments pour toi dans ta journée, que tu sais que tu vas faire quelque chose qui t'intéresse, puis que c'est stimulant, mais je pense que tout le reste va comme bien se passer. Parce que tu sais que ça comme une petite récompense à la fin. Ah, je vais faire ça, puis j'aime ça. Ou tu commences ta journée avec quelque chose que tu aimes déjà. C'est sûr que tu affrontes mieux ta journée par après. Là, c'est clair. Et c'est important d'avoir des hobbies, d'avoir une vie sociale, de se dire, OK, après, même si on aime son travail, après mon travail, je vais aller peut-être... Moi, c'est la danse, j'adore danser. Donc, je vais aller danser. C'est les langues aussi, j'apprends à améliorer mon espagnol. Donc, je me dis, cool, je vais avoir mon cours d'espagnol. Donc, c'est cool, c'est important de se dire, d'avoir une vie. Il n'y a pas que le travail. Des fois, quand on n'a que le travail, ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. Et ça nous fait... ça nous fait aller dans des... C'est ça, dans des situations où on est propice au burn-out. Mais qu'est-ce que j'en retiens aussi de toute notre discussion, c'est que vous avez effectué des changements sur vous, puis vous l'avez vu vous-même sur vous, mais aussi vos collègues vous l'ont rapporté, puis votre entourage. Fait que c'est, non seulement motivant, mais vous voyez que ça fait un changement. Là, on voit le changement, Et aussi chez mes clientes aussi, je le vois. C'est des outils qui fonctionnent. C'est des outils qui fonctionnent. Il faut juste les faire. Puis qu'est-ce que, comme, peut-être résumé ou en gros, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cette discussion, ou est-ce que vous avez comme une anecdote qui vous a comme qui a vraiment changé votre parcours, comme en tant que, peut-être pas personnel, mais plus comme envers quelqu'un d'autre? Tu sais, qui a changé un peu la donne, ou que, tu sais, qui vous a fait comme réaliser que comme c'est vraiment important. C'est important. S'aimer. S'accorder des moments de pause. Oui, j'ai une cliente qui avait du mal à... En fait, elle culpabilisait à chaque fois qu'elle prenait du temps pour elle. Et elle ne le savait même pas. Et puis là, elle vient, elle me dit, Tess, j'ai réussi à prendre une journée, je suis allée au spa, j'ai pris soin de moi et je me sens bien. Je culpabilise pas. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon, ma mission est accomplie. C'est ça, c'est important de se choisir. Parce que on revient tout le temps à ça. Donc, c'est ça le message. Donc, inconsciemment, c'est ça le message que je veux véhiculer. Si je ne me prends pas en main, si je ne me prends pas soin de moi, personne ne va venir me sauver. Il faut des gens que les gens le sachent. On est des adultes. Parce que si on reste tout le temps dans des corps d'adultes, mais avec un esprit d'enfant, on va toujours attendre papa, maman pour me sauver, le gouvernement, mon boss, on va toujours attendre le prince charmant. C'est très c'est inconscient, c'est l'inconscient collectif. On attend quelqu'un pour venir me sauver. Personne ne va venir me sauver. Il faut que les gens le comprennent. Ça a l'air un petit peu... ça choque, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le jour où j'ai compris que, OK, Tess, réveille-toi, personne ne va venir te sauver. T'es une adulte. C'est dur d'être un adulte. On préfère tous être des enfants. Et à partir de ce moment-là, on se dit, OK, je suis une adulte. Ça veut dire que j'ai le choix. C'est cool. Donc, je suis responsable de moi. Si il m'est arrivé des trucs pas bien, je peux faire en sorte qu'il m'arrive des trucs. Parce que c'est moi. C'est moi qui détiens la solution. Et à partir du moment où on est responsable, c'est bon.
C'est bon. Oui, On est parce que responsable, comme- on choisit tout, on n'est pas des victimes. Mais non. Parce que, tu sais, moi, je dis souvent ça. Mais comme, c'est la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est toi-même. Voilà. Fait que, comme, vaut mieux L'aimer. être bien avec toi-même parce que sinon, à quoi bon? Tu sais, je veux dire, il y a personne qui veut. Tu sais, t'es la seule C'est ça. personne qui veut faire partie de ta vie toute ta vie. Jusqu'à ça, la c'est sûr, fin tu sais. de Fait tes que- jours. Ouais, exact. Fait que t'es mieux d'être comme bien, d'être bien avec toi, puis tu sais, je veux dire, tout le reste va en découler, là. Tu sais, Ouais. tes relations avec les autres, ta performance. C'est comme tout Tout. ça va comme Tout. débouler, puis que ça va sûrement bien se passer, tu sais. Et ta relation avec les autres, c'est un miroir de ta relation avec toi. Mhm. Ça, je l'ai compris aussi. Mm. Mais si on veut simplifier, pas simplifier, si on veut peut-être donner un premier pas aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est la pleine conscience. Si je ne sais pas, que j'ai des problèmes ou des défis, si je ne suis pas conscient de certaines choses, Oui. comme moi je vivais, on appelle ça en mode automatique, pilotage automatique, ben en fait, je peux pas régler un problème, je peux pas régler quelque chose que je ne vois pas. Mhm. Et donc, la pleine conscience, se poser, ralentir, s'observer. Pas pour se juger, ce qu'on fait tous au début, et c'est normal, on est humain, mais juste pour se dire, OK, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire? Mais si je ne suis pas consciente, je ne peux pas. Mhm. Si je n'avais pas découvert que j'étais en mode victime, Mhm. victime, il y a ceux qui sont victimes de la maladie, victimes des gènes, victimes du gouvernement, victimes du voisin, victimes de je ne sais quoi, eh bien, en fait, je me serais jamais transformée, je serais toujours en train d'attendre. Mhm. D'attendre le miracle. C'est Alors ça. que le miracle, c'est d'avoir confiance en soi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. La confiance en soi, je pense que c'est un peu la clé. Puis comme Mhm. de travailler sur ça, je pense que comme ça va aider tout le monde. Puis ça serait Ouais. bénéfique pour tous, là, définitivement. Puis si, pour finir, peut-être pour les gens qui veulent vous suivre ou qui veulent Mhm. avoir de vos conseils ou peu importe, où on peut retrouver ce que vous Mhm. faites? Alors, je suis disponible sur les réseaux sociaux qu'on peut utiliser bien. Donc, sur Instagram, Tess Ouidir, sur Facebook, Une vie consciente avec Tess, et sur mon site internet, Une vie consciente avec Tess. Donc, on peut me contacter sur ces 3 Plateforme. plateformes. Puis j'ai vu sur votre site internet, vous avez aussi, je pense, des e-books ou des choses comme ça. Mhm. Fait que ça, c'est comme vous les fournissez, on peut les acheter C'est pour gratuit. avoir comme... OK, c'est Oui, gratuit. c'est fait gratuitement. OK. Alors, le premier e-book, j'en suis très fière. C'est un résumé de tous les outils qui m'ont aidé à apprivoiser mon anxiété. OK. Donc oui, il est téléchargeable gratuitement pour toutes les personnes qui veulent vraiment se prendre en main et comprendre pourquoi elles font de l'anxiété, Mhm. apporter des changements petit à petit dans leur vie de tous les jours. Et le deuxième, il est un petit peu ésotérique, ça va parler plus d'énergie, mais les outils sont concrets. Donc, il y a Ok. des outils pour contenir son énergie, pour s'affirmer, surtout pour les femmes. Donc, téléchargeable sur mon site Internet. Ah. Cool. Ben merci énormément pour d'avoir partagé tout ça avec nous puis d'avoir peut-être plus démystifié qu'est-ce que l'anxiété, le stress, les burn-out. Des Oui. fois, on vit peut-être tous un peu avec l'anxiété et du stress. Oui. Puis, oups, le micro vient de partir. Oui, c'est la fin. C'est ça, la Il fin. est fatigué. Il veut se poser. Fait que, fait que merci beaucoup, en fait, pour d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis, ben, j'invite les gens qui veulent avoir plus d'outils à aller consulter vos plateformes pour en savoir un peu plus sur ce que vous faites. Fait que merci beaucoup. Puis, je pense que vous êtes un beau modèle aussi de la balance entre la science puis peut-être plus prendre son temps. Tu sais, des fois, on est tellement Ouais, dans l'anxiété. l'énergie. Ouais. Ouais. Fait que c'est le fun d'avoir ça comme... Bah, c'était cool. Moi, je me suis Ouais. amusée. C'était Ouais. vraiment cool. Merci Cool. beaucoup, les filles. On est bien Et, contentes de oui, ça. merci, Ouais. merci. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Merci. Bye.